à Avignon pour la première fois, dans le cadre de nos enregistrements Téléprovidence, avec des vieilles connaissances, comme Éric André, chez qui on a filmé à Nîmes, Le 13 novembre. 13 novembre. Et nous avons comme caméraman M. Eroch qu'on verra tout à l'heure et que nous avions filmé à Marseille. Donc deux nouveaux venus. Alors place d'abord aux dames, donc Françoise Robin, donc vous êtes membre de l'AFCAF, c'est ça? Tout à fait. Et vous êtes du Vaucluse, vous êtes local, Voilà, autochtone. Et vous, alors, votre nom? C'est Patrick, j'ai connu André quand j'avais 20 ans, je fais montagne avec lui, et après j'ai appris l'astrologie avec lui depuis une vingtaine d'années, je suis au bout de l'astrologie. Vous avez une pratique Je suis pas professionnel, moi je suis à la fac, je suis un professionnel de psycho, et psychothérapeute. Alors, donc, on va commencer la discussion. On va trouver Madame de là. Et d'autres personnes vont nous rejoindre en cours d'après-midi. Monsieur Fleury, Monsieur Lamargot, Monsieur Barrera, et d'autres personnes encore. Alors, donc, on a plusieurs façons de travailler. L'une qui consiste à avoir des débats, etc. Là, en l'occurrence, nous avons un élément féminin. Et c'est toujours très intéressant d'avoir un élément féminin. D'ailleurs, à Nîmes, nous avions Marina Fner et Fabienne Forel, qui organisent bientôt des réunions dans les Cévennes. Je crois que le mieux, c'est de vous laisser un peu la parole, c'est bien comme ça qu'on essaie les choses. Donc, comment voulez-vous qu'on perçoive Françoise Robin? Écoutez, moi donc je suis astrologue et je travaille surtout dans une optique d'aide aux personnes. Et c'est plutôt comme ça que vous me perçoivent. Je ne suis pas Madame Irma. Je suis astrologue, psychologue. Je travaille sur l'astrologie psychanalytique et également sur la cosmobiologie. Ah oui, vous m'avez dit que vous étiez mis à la cosmobiologie de Ebertin. Voilà, tout à fait. Avec les 10 points. Voilà. Et c'est un complément assez extraordinaire pour aider les gens. Parce qu'on travaille sur les rythmes de la vie des personnes et on arrive à arrêter cet effet boomerang des mauvais passages de la vie et à repositionner la personne positivement dans son cycle de vie. Donc ça, allié à l'astrologie, c'est très efficace au niveau de l'aide psychologique qu'on peut donner aux gens qui viennent nous voir. Et la cosmobiologie fait partie c'est de l'astrologie aussi. Tout à fait, c'est l'astrologie des mi-points. Oui, mais en quoi, parce que bon, moi je connais un peu les mi-points, mais je pense que nos amis ici et ceux qui nous regardent à la télévision, la notion de mi-point, on la comprend comme ça, mais c'est pas seulement ça. Non, c'est pas seulement ça. La théorie des mi-points a été élaborée au début du XXe siècle, je crois, par l'école de Hambourg, pour remettre en évidence des points du thème qui paraissaient importants et où il n'y avait rien. Tout à fait. C'est les mi-points entre les planètes à chaque fois, et quand il y a un transit sur ce mi-point, on s'est rendu compte qu'il se passait certains événements importants dans la vie. Et il y a aussi, ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est les cycles. C'est-à-dire qu'on a des cycles de 11, 22, 45, etc. Et qu'on se rend compte qu'en fonction de la personne, au moment où elle vient nous voir, on peut recalculer l'âge qu'elle a réellement dans son cycle. Excusez-moi, comment est-ce que cette théorie des cycles se greffe sur les mi-points? Parce que c'est associé par Dumont à cette théorie. Ah oui, Bernard Dumont qu'on a interviewé aussi. Voilà. Et lui a présenté un tableau avec ses cycles en fonction du mois de naissance. Et on peut travailler sur ces cycles et repositionner la personne pour retrouver finalement en remontant dans le temps. C'est également chez Bertin, cette théorie des cycles? Oui, tout à fait. Et comment est-ce qu'il l'a fondé sur quoi? C'est à partir de c'était multiple de 11? Oui, 11, 22. Mais c'est lié à la théorie. C'est lié à la cosmobiologie. Mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Oui, parce que si on reprend la théorie des mi-points, en fait on travaille sur des cercles de 45 degrés avec la 8e harmonique. Et voilà, exactement. Avec les planètes positionnées en fixe, mutable, etc. Et il n'y a plus de maison, il n'y a plus de signes,
et il n'y a plus non plus ce problème de l'orbe. On est sur des notions très, très précises et on fait avancer le thème d'1 degré par an. Oui, ça c'est facile. Voilà. Et donc ça permet de parfois être beaucoup plus précis dans le pointage et les périodes importantes. Je crois d'ailleurs aussi que dans le système inverti, puisqu'on parle de cela, les planètes qui sont dans les signes, toutes les planètes qui sont dans un signe cardinaux, par exemple, sont conjointes en quelque sorte. Oui, on se rend compte. On les considère comme par exemple, les gens qui, si vous avez un soleil en bélier, une Saturne en cancer ou une autre planète en balance, c'est considéré comme étant dans un même secteur. Tout à fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a des positionnements qu'on n'avait pas remarqués sur le thème natal et qui sont très importants pour la personne. Quant à son quant à son thème de départ. Et après, quand il y a des amas qui se forment comme ça, qu'il y a les transits dessus, on peut calculer à quelle période cela va arriver ou est arrivé et travailler là-dessus. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'on n'a plus du tout la même vision du thème natal, puisque les planètes sont plus du tout au même endroit. Alors c'est ça qui était intéressant, c'était ce coup. Je ne peux pas dire que c'est un gadget, mais effectivement... Non, c'est en plus. Oui. De même, par exemple, que ça peut être en plus d'utiliser l'axe des nœuds, par exemple. Bien sûr. Ça permet aux gens d'avoir un autre regard sur leur thème et sur le thème de leur client. Oui, c'est un outil supplémentaire. Qui renouvelle le regard qu'on a sur soi-même. Mais je me suis rendu compte que après avoir étudié le thème natal avec quelqu'un et puis discuter un petit peu de ce thème natal, c'est après que je proposais ça et on se rendait compte d'un coup que voilà, ça faisait tilt pour la personne. Les périodes qu'on suivait, les amas qui fonctionnaient, ça faisait tilt et ça permettait parfois de fixer quelque chose que la personne voulait oublier ou n'avait pas vraiment réalisé. Donc pour vous, l'astrologie, elle est en expansion permanente. Ah oui. Vous êtes assez séduite aussi par les nouvelles planètes, les nouveaux facteurs qu'on découvre astronomiquement. Il faut être prudent. Avec la cosmobiologie, on travaille avec Cérès, Proserpine. Ah oui? Oui. Oui, ce qu'on appelle le Transpluto. Oui. Alors on travaille avec ces planètes-là. On a aussi, du coup, je les ai réintégrés dans le thème natal aussi. Et tout un peu hypothétique en quelque sorte. Oui, tout à fait. Mais bon, ça c'est encore en plus. Voilà. Elle est hypothétique, mais elle a été vérifiée, entre guillemets, sur le terrain. Vous parlez de laquelle? Non, Proserpine et Cérès. C'est-à-dire qu'elle a été. C'est la théorie de l'école de Hambourg. D'ailleurs, il y a un bouquin récemment qui est paru de Gabriel Ruiz, édition Auréas, et l'astrologie uranienne, qu'on appelle ça, mais qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est à l'origine de l'école de cosmobiologie. Et alors eux, ils ont élaboré dans les années 1900, avant même la découverte de Pluton, ils avaient considéré qu'il y avait des planètes supplémentaires. Soit c'était, alors il y avait deux théories, soit c'était les 8 points, soit c'était un facteur qui existait. Hors réel. Voilà. Alors, et puis ça s'est mélangé avec d'autres planètes qu'on a découvert entre temps. Ça veut dire que c'est une astrologie en expansion. Il faut être prudent. Non, parce qu'on pourrait être amené, moi j'ai plutôt le processus inverse, moi je suis plutôt dans une astrologie en rétraction. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire, et si on trouvait le cœur de l'astrologie, le noyau dur de l'astrologie, plutôt que d'augmenter comme ça par couches successives. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, ça c'est aussi une formule qu'on peut discuter, de savoir justement quelle idée on se fait du progrès de l'astrologie, si c'est un progrès vers l'expansion ou vers la rétraction. Donc vous avez découvert cette nouvelle école il y a combien d'années? Ça fait 3 ans à peu près. J'ai travaillé avec Dominique Sauce sur Paris et Paul Houdaille. Elle enseigne aussi la cosmobiologie? Paul Houdaille l'enseigne. On peut pas dire qu'elle enseigne. Vous avez été marqué aussi par Philippe Granger? Oui, tout à fait. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce Philippe Granger qui est
une grande figure de l'astrologie. Oui, je pensais que lui... Ah non, mais on n'est pas que pour nous, mais même pour les autres. Philippe Granger, c'est quelqu'un qui est à la base de l'astrologie psychanalytique et qui a sorti des... Enfin, c'est des polycopiés qui sont sortis parce qu'il est décédé bien Je crois avant. qu'on a publié quelque chose. Oui, il y a quelque chose sur la Lune noire et puis les polycopiés qui sont sortis en thème de livre. Mais c'est quelqu'un qui base toute l'étude d'un thème par rapport à une méthodologie qui ne travaille que sur le psychologique. Donc on a les images parentales, on a toutes les... oui, c'est tout un déroulé du thème qui ne se travaille que sur le psychologique et qui d'ailleurs confirme le fait que l'astrologie c'est une science d'aide et non pas quelque chose de divinatoire. Alors lui-même était enseignant à Paris, à l'université Paris-10, je crois. Enfin, il avait un poste quelque part, il avait un poste d'enseignant, mais pas en astrologie, mais en psychanalyse, je pense, à Paris-10 Nanterre. Et donc, je crois qu'on est beaucoup d'astrologues à travailler sur l'astrologie psychanalytique de Granger. Oui. Pour moi, c'est une Bible. Hein. Je veux dire, voilà, je déroule à chaque fois la méthodologie qui m'a été enseignée pour commencer à travailler sur un thème. Alors, quand j'ai le thème, d'abord, je regarde ce qu'il y a de particulier, les amas, les rétrogradations, tout ce qui est particulier. Et ensuite, j'applique cette méthodologie de Granger. Et en fait, j'ai l'impression de découvrir la personnalité du consultant au fur et à mesure. Parce que on tombe sur des éléments tout de suite très importants. Il y a aussi toutes les capacités intellectuelles, il y a l'affectif, il y a les images parentales, comme je l'ai dit. Et peu à peu, c'est comme si, enfin moi j'ai vu ça comme ça, c'est comme si on découvrait la personne au fur et à mesure. Justement sur ce point, je voudrais revenir sur ce point. Donc pour vous, l'astrologie permet à la personne de savoir qui elle est, en fait, compte, est-ce que c'est ça? Ça permet de savoir qui elle est. Qu'est-ce que c'est et aussi pourquoi elle fonctionne d'une façon ou d'une autre. Oui. Et c'est très important. Alors je ne dis pas que les gens attendent tous qu'on leur dise comme ils sont, mais c'est vrai que quand ils viennent, c'est toujours dans une période de doute. C'est toujours dans un moment capital de leur vie et c'est important qu'ils connaissent en tout cas leur potentialité. Je dis aux gens je leur dis dans quelle voiture ils sont nés et c'est eux qui conduisent. Et quand on fait le prévisionnel, je leur dis que c'est la nuit et que j'allume les phares. Mais c'est toujours eux qui conduisent. Donc moi je vois ça comme ça. C'est-à-dire que je leur dis dans quelle voiture ils sont nés et après je leur laisse conduire la voiture. Heureusement, il n'y a pas de déterminisme. Donc vous êtes en phase un peu, on va en passer à d'autres personnes qui sont aussi, vous êtes en phase un petit peu avec la politique de la Fédération des astrologues francophones sur la façon de traiter la question de la prévision, par exemple. Je travaille sur le prévisionnel, mais le prévisionnel, je donne des indications, je donne des éclairages. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. En fait, elle n'est pas forcée de faire ce que nous, on espère pour elle. On laisse la personne et heureusement diriger sa vie. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes au courant, à partir du 21 mars, il y a une campagne de la Fédération qui s'appelle le Printemps des astrologues. Oui. Et ils font toute une campagne de publicité sur Internet pour justement promouvoir les astrologues qui font leur métier honnêtement, on va dire, entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par une campagne sur Internet? Ça veut dire quoi? Sur leur site? Ça veut dire que les gens, quand ils vont sur Google et qu'ils tapent astrologue, ils vont tomber sur un site spécifique que la Fédération a ouvert momentanément à partir du 21 mars et qui va présenter des astrologues qui font le métier de cette façon. Et parce que je ne sais pas, c'est un problème purement technique, mais comment fait-on pour créer un site de ce genre? Ça s'achète, ça se fait comment, vous ne savez pas? Je pense qu'ils ont acheté des connexions plutôt. Oui, c'est ça, voilà. des clics. Voilà, des clics, tout à fait. C'est ça. Ben oui, hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est un investissement important. C'est eux qui ont fait ça, ou qui nous ont proposé ça, parce qu'ils trouvent que la profession d'astrologue est parfois amalgamée aux horoscopes, aux choses comme ça, et qu'il est temps de mettre un petit peu un éclairage différent. Bon, on va essayer d'ouvrir un petit peu la discussion. Oui. Donc, vous-même, quels sont vos... Rappelez-moi votre nom. Patrick. Quelles sont vos réactions par rapport à ce qu'a dit François, justement?
Le d'élargir, c'est de rassembler, de faire une astrologie plutôt simple. Voilà, c'est ça. Donc planètes, signes déjà, les cardinaux, le système ROT, je pense que déjà il y a beaucoup de choses à explorer. Vous parlez de Nicolas, là. Oui, oui. Voilà. Oui, donc effectivement, c'est vrai que vous avez bien fait de parler de Nicolas, parce que Nicolas, effectivement, c'est une démarche qui est un petit peu, pas à l'opposé, mais qui est tout à fait différente, qui passe par un certain élagage. Voilà, qui reste un peu plus carré pour un Et sourire. on l'a interviewé sur Téléprovidence. La tour, il habite maintenant dans le bar. Bon, alors donc, Moi, je développer de votre... rassembler et ensuite, moi, je fais passer à la psychologie. Parce que je pensais que l'astrologie n'avait pas ce côté thérapeutique dans la psychologie ou dans la psychanalyse. Et justement, vous ne cherchez pas le côté thérapeutique. Là, si je cherche pas ça. Ah bon, d'accord. Pour ça, je trouvais l'astrologie avait ses limites dans la pratique. Donc, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. La position de Patrick, c'est de dire, je vais étudier d'autres domaines qui vont compléter l'astrologie. Voilà. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, je vais développer l'astrologie dans la direction qui m'intéresse. J'ai fait également des études pas de pareil, hein. psychologie parce que je me suis rendu compte qu'il y a des consultants qui m'ont dit bah, maintenant que vous avez déterré tous les cadavres, on en fait quoi? Et là, je sais pas que je me suis sentie, j'ai senti le danger. Parce qu'effectivement, une fois que j'avais déterré tous les cadavres, moi non plus, je ne savais pas comment faire. Parce que je ne suis pas psychologue. Et c'est pour ça que je fais aussi un cursus je fais une sorte de psycho pour l'instant. Et parce que je suis aussi devant une situation un peu... Apparemment, ce qui ne va pas, c'est poser pour que ça aille mieux. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui m'ont dit, mais attendez, maintenant, moi j'aimerais continuer avec vous et faire une psychothérapie avec vous. J'ai pas envie de redéterrer les cadavres avec un psychologue. J'ai envie qu'on continue ensemble. Et j'ai dit oui, mais je peux pas. Je suis pas. C'est quoi un petit peu? Oui, donc, oui, on était en train de dire qu'il y a certaines personnes qui s'aperçoivent que l'astrologie ne suffit pas Voilà, c'est un bon et outil qu'il pour, faut la développer par ailleurs. Ça paraît un point de débat très important. C'est-à-dire, faut-il compléter l'astrologie par d'autres techniques, d'autres savoirs, ou est-ce qu'au contraire, comme beaucoup d'astrologues le pensent encore, à mon avis, faut-il creuser l'astrologie pour en tirer un maximum? Parce que vous avez un discours qui est un petit peu contradictoire. Parce qu'à la fois, vous nous dites que vous êtes intéressé par les études de psychologie, mais en même temps, vous nous dites que vous allez utiliser d'autres techniques astrologiques pour aller plus loin dans la connaissance de la personne. Là, non. Donc vous avez deux... Non mais d'accord, mais je veux dire que c'est quand même deux démarches. De toute façon, une chose qu'on me dit souvent, apparemment vous avez un sens très souple de la compatibilité. C'est-à-dire que pour vous, rien n'est contradictoire, tout peut aller ensemble. Donc vous avez une forme de mental qui fait que finalement, bon, et ça c'est un peu pour moi un élément de différenciation, excusez-moi de le dire, entre les hommes et les femmes, c'est que, mais ça c'est un thème qui est récurrent dans nos discussions, Oui, j'ai vu. c'est qu'effectivement, pourquoi pas, et ceci, et pourquoi pas cela, etc. Effectivement, c'est une idée, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible de faire A et B. Je peux aussi bien essayer d'approfondir l'astrologie et d'en chercher davantage, je peux aussi bien apporter des éléments extra-astrologiques, tout peut se faire. Voilà. Bon, effectivement, là, il semblerait que les hommes soient plus saturniens à ce niveau-là et qu'ils cherchent davantage, voilà, ils circonscrivent davantage le champ en disant ça c'est ça, et puis à côté d'autres choses, c'est pas forcément, il n'y a pas tout le temps des passerelles qui permettent d'aller dans toutes les directions à la fois. Mais c'est intéressant, justement, c'est pour ça que je me disais, c'est intéressant qu'on ait Françoise Robin avec nous, parce que justement, elle va nous apporter une sensibilité, une tonalité sur ce débat que autrement on n'aurait peut-être pas eu de la même façon. Et donc la discussion entre Patrick et Françoise est intéressante justement parce qu'elle est emblématique justement d'une différence de stratégie par rapport à l'astrologie. Parce que lui apparemment, il aurait plutôt, si on prend son discours à la lettre, il est en train de dire, bon voilà, l'astrologie elle a ses limites, c'est pas la peine d'en rajouter par d'autres trucs. Mais en revanche, on peut apporter des éléments complémentaires. Après, moi je pars du principe que même si un très bon astrologue pour voir beaucoup de choses dans le thème, il reste
la partie de transmettre ce qu'on sait à la personne, comment le transmettre, qu'est-ce qu'elle est capable d'entendre. Voilà. Et ça, c'est la partie que j'essaie de travailler. Ça, c'est un sujet qui intéresse tous les astrologues, ça par contre. Ça n'est pas un élément de différenciation entre les astrologues. Mais là, nous étions en train de parler de cette question de feeling par rapport à l'astrologie, c'est-à-dire effectivement, c'est vrai que vous approfondissiez, par une introspection, si vous voulez, ce qui vous a amené à être attiré plutôt par une certaine forme d'astrologie, notamment par l'astrologie conditionnaliste. Parce que moi, je crois que nous avons des déterminismes psychiques qui nous font penser d'une certaine manière, qui nous attirent dans une certaine direction. C'est pas, et ça, il faut en être conscient. Donc, je pense que l'être se construit, sa personnalité, la façon dont il se construit est assez complexe. Il y a beaucoup de facteurs sociaux, des facteurs économiques, ben voilà. des facteurs familiaux. C'est ce que le conditionnalisme vient de là, à l'origine. C'est étudier les conditionnements qui viennent compléter l'astrologie. Voilà. Ce qui d'ailleurs vient compliquer ça vient compliquer un peu les choses. Ça complique beaucoup. Parce que ça complique, non, je veux dire que ça complique, c'est difficile. On n'arrive plus à saisir ce qui est proprement astrologique. Parce que justement, il y a tellement de facteurs qui viennent se combiner qu'on ne sait plus très bien. Alors, c'est pour ça que il y a des dilemmes. Effectivement, je comprends la position de... par exemple, vous, Françoise Robin, comment peut-on, justement, puisqu'il y a des facteurs, comment peut-on faire la part entre ce qui est astrologique et ce qui ne l'est pas dans la vie d'une personne, dans le fonctionnement d'une personne? Ce côté, d'abord, il y a ce côté part du déterminisme que la personne a. Une fois qu'on lui a dit ce qu'elle avait en main, elle n'en fait pas forcément la même chose. Donc ça, c'est plus de l'astrologie. C'est la personne qui fonctionne. Et puis par rapport à son vécu, il y a tout ce côté psychologique justement que moi je veux approfondir, qui va permettre de jouer, comme vous dites, de passer de l'un à l'autre, comme ça. Et puis ces cycles dont je parlais tout à l'heure, qui font que on peut peut-être amener une personne à réfléchir sur ce qu'elle a vécu et creuser tout ça. Et c'est vrai que là, la limite entre le psychologique et l'astrologique est difficile à saisir. Parce que quand on amène quelqu'un dans une discussion à réfléchir sur ce qui a été pénible dans sa vie, à le creuser, à le verbaliser, pour éviter que ça revienne encore comme un boomerang dans sa vie, quelque chose de négatif, on n'est plus dans l'astrologie, et pourtant à la base, c'est grâce à l'astrologie qu'on a pu mettre le doigt là-dessus. Donc voilà, c'est ça un peu ma démarche. Hein. Oui, mais c'est pas très simple en fait. Hein. Non, c'est pas très simple de déterminer le facteur astrologique chez une personne. Et d'ailleurs, moi personnellement, moi j'ai répondu d'une façon extrêmement claire. Ça va vous paraître complètement fou ce que je veux dire, mais enfin je veux dire, pour moi, l'astrologie n'est pas responsable du psychisme, de la différence des psychismes entre les uns et entre les personnes. Une différence qui me paraît beaucoup plus pertinente, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, c'est la différence, le fait qu'on est un homme ou une femme. Pour moi, c'est déjà une structure psychique très très puissante. Il faut déjà commencer à savoir l'utiliser et l'exploiter avant de commencer à aller vers autre chose et de voir, etc. Je veux dire que si on n'a pas commencé par définir clairement ce que c'est qu'un homme et une femme et ses structures psychiques respectives, je ne vois pas comment on pourrait commencer, si on n'a pas déjà réglé ce problème fondamental, on ne peut pas, si déjà vous n'avez pas réglé ce problème-là, vous ne pouvez pas entrer davantage dans le psychisme de la personne. Il faut déjà régler cette question fondamentale, et ça c'est un point aveugle de l'astrologie actuelle, c'est qu'elle a beaucoup de mal à mettre en avant, même chez Nicolas, la question du masculin et féminin n'est pas bien analysée. Biologique, c'est pas toujours, c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme, à partir de quand est-ce qu'on est un homme, à partir de quand est-ce qu'on est une femme. Au départ, que le fœtus se développe, il est féminin, apparemment, il se différencie des masculins. Des fois, il y a des problèmes génétiques qui fait que l'organe génital ne descend pas sur le bout de la loi. Des exceptions. Il y a certainement un minimum de gens qui sont transsexuels, etc. Mais c'est pas une raison pour ne pas être. C'est pas une raison pour ne pas s'appuyer sur quelque chose sous prétexte qu'il y a des exceptions. Non, mais il y a aussi la part féminine chez un homme et la part. Mais ça, c'est une théorie qu'on peut discuter justement. C'est justement, d'abord, premièrement, comment peut-on parler de la part féminine chez un homme si on ne sait pas ce que c'est que le féminin? Ça, c'est extraordinaire.
on veut définir quelque chose sans l'avoir défini. Alors, avant de savoir ce qu'est la part féminine, soyons sûrs qu'on l'a correctement définie. Parce que donc il faudrait quand même, comme on dit, il faut revenir aux bases même de la psychologie. Ça dépend si vous prenez une définition biologique ou une définition différente. Pour la biologie, on calcule le taux de testostérone dans le sang, par exemple. On sait si c'est masculin ou féminin. Quoi. Non mais attendez, le problème c'est pas la question n'est pas là. La question c'est savoir comment ça se traduit sur le plan psychique. Oui, mais je vois qu'est-ce qui est féminin par essence, qu'est-ce qui est masculin. Et on arrive à le déterminer par. On va pas noyer le poisson. Écoutez, 99% des gens sont clairement masculins ou féminins. Maintenant, il peut y avoir 1% de gens qui sont, etc. On ne va pas brouiller le problème parce qu'il y a des exceptions. On peut dire aussi qu'il y a des exceptions en astrologie n'importe où. Donc effectivement, la question c'est apparemment que vous ne voulez pas aborder de front cette question. Vous ne voulez pas en faire un facteur de différenciation psychologique majeur. C'est ça que je constate, Patrick. Pour une raison que vous êtes propre, qui, à mon avis, entre parenthèses, on pourrait d'ailleurs analyser. Parce qu'il se trouve que précisément, parmi les hommes qui font de l'astrologie, il y en a justement un certain nombre qui n'ont pas justement un rapport très clair au masculin et au féminin dans leur propre psychique. Donc effectivement, c'est normal que ça ne soit pas le facteur principal. Il y a beaucoup d'ambiguïté chez pas mal d'astrologues, hommes, qui ont des raisonnements qui sont souvent très proches du raisonnement féminin. Ça c'est comme aussi. Mais bon, je constate simplement que cette question-là n'est pas abordée de front, et qu'à partir du moment où on ne l'aborde pas de front, et ben, après on ne sait pas très bien où on va finalement. Voilà. Non, parce que, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, je sais qu'il y avait, on peut résumer, si vous voulez, pour rebondir sur ce que vous disiez, Patrick, quand on prend le problème de la procréation, par exemple, eh bien, la différence entre le rôle de l'homme et de la femme est quand même très évidente, n'est-ce pas? L'un a une action ponctuelle, c'est-à-dire qu'il lance quelque chose, et puis même il lance beaucoup de choses, puisqu'il lance des millions de spermatozoïdes. Il lance une myriade de facteurs, et après, il ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir. Donc, premièrement, il ne sait pas quels sont les facteurs qui vont être gardés et pas gardés. Et en plus, il ne va pas gérer non plus la gésine, c'est-à-dire le processus de développement des facteurs qu'il a engagés. Donc, il y a une sorte de processus que j'appellerais conceptuel, au sens presque littéral du terme, c'est le moment de la conception, quelque chose qui est, comme un concept, c'est quelque chose qui est très général, c'est-à-dire après un concept qui peut être décliné, il peut être appliqué, etc. Donc il y a une sorte de germination, de conception de quelque chose, de conceptuel presque au sens intellectuel du terme, et puis qui ne rentre pas, qui ne va pas mener les choses jusqu'à leur terme. Alors à partir du moment où on met les choses jusqu'à leur terme, comme vous le savez, une fois que les choses sont de leur terme, il y a plus les choses vont à leur terme, plus elles vont se combiner avec d'autres choses. Tout à l'heure on disait comment isoler le facteur, ben effectivement, dans la réalité, un projet quel qu'il soit, parce que le mot projet fait partie, c'est même l'idée que le concept, c'est quelque chose qui est projeté. On peut parler effectivement de la semence comme quelque chose qui est projeté. Le projet, quand il se réalise avec des tas de compromis, des tas d'adaptations, des tas d'ajustements sur le terrain, des tas d'intégration sur le terrain, qui font que le projet, finalement, le même projet va prendre mille formes différentes selon le terrain sur lequel il va s'appliquer et il va atterrir. Donc, nous, on est le terrain. Comment? Et nous, on est le terrain. Vous gérez l'atterrissage du processus qui va s'inscrire, qui va s'incruster dans un certain terrain avec tout ce qui va autour. Et ça rebondit ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est autour du projet, qui n'est pas le projet. Qui n'est pas le projet, qui s'articule autour du projet, parce qu'il reste quand même quelque chose du projet, mais qui va être enrobé, qui va être étoffé par d'autres éléments, d'autres facteurs, qui vont faire que ce projet va prendre une certaine forme, et que le même projet sur un autre terrain prendra une autre forme, etc. Donc effectivement, voilà une base de travail très simple, qui explique effectivement pourquoi chez le féminin, le sens de l'adaptation doit être très développé.
Parce qu'effectivement, ce projet, il ne peut fonctionner, il ne sera viable que s'il s'intègre dans un contexte, dans un environnement particulier, et s'il ne fait pas ce travail d'ajustement, ben, il ne pourra pas, il ne sera pas viable, il ne pourra pas vivre. Alors que il y a une espèce d'irresponsabilité, entre guillemets, de celui qui lance le projet et qui ne se préoccupe pas et qui ne s'assure pas. Mais en même temps, ce projet, dans son point de départ, il a une pureté conceptuelle qu'il n'aura jamais plus une fois qu'il se sera incarné dans leur réalité spécifique, etc. Donc voilà quelques nombres de prix. Et à mon avis, nous avons déjà fait des expériences assez amusantes qui consistent tout simplement, par exemple, souvent à commencer l'interprétation, l'étude de la personne en mettant l'accent sur ces problématiques-là, basiques. Et déjà, ça marche très bien comme ça. C'est-à-dire, déjà, voyez-vous, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Enfin, j'exagère un peu, mais je veux dire, c'est déjà, si vous avez déjà bien maîtrisé cette dualité, vous allez vous apercevoir très rapidement, bon, dans 90% des cas, une femme sera une femme et un homme sera une femme, ou un homme c'est un homme, et puis dans d'autres cas, il y aura effectivement des cas où les gens vont réagir de manière... par exemple, l'autre jour, j'ai discuté avec un astrologue, tout de suite, dans la conversation, sa dimension féminine est apparue. Mais je ne suis pas en train de dire que nous avons tous du féminin, mais lui, il avait du féminin. Bon, il s'agissait d'ailleurs de Daniel Kobi, que j'ai interviewé récemment sur Providence, qui disait, littéralement, moi, on parlait des degrés monomères, qui est une des parties les plus problématiques de l'astrologie. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment on ça. Mais il disait, moi, de toute façon, ça m'est égal. J'applique, je regarde ce que ça donne. Je vois que chez Brigitte Bardot ça donne quelque chose, je vois que chez Intel ça donne quelque chose. Pourquoi me fatiguer à... J'ai pas le temps d'aller vérifier au départ, à la source aussi. Voilà. Donc ça c'est une démarche qui est complètement féminine dans le sens où, au fond, c'est le résultat qui compte, c'est le résultat. Le résultat veut bien dire aboutissement, c'est le résultat qui compte et c'est au niveau du résultat que je pourrais juger. Je ne peux pas juger à la source. Je ne peux pas juger de la viabilité de la chose dans sa conception, dans sa théorisation, dans sa structuration. Ça, je ne sais pas faire, disait-il. Je ne suis pas en train de parler de moi là. Mais par contre, je me sens tout à fait à mon aise pour voir comment les choses se passent et qu'est-ce que ça donne, voyez-vous. Et à ce moment-là, effectivement, pour revenir à notre amie Françoise Robin, on va se retrouver avec une quantité considérable de choses qui marchent. Mais dont l'ensemble ne constitue pas, ne constitue pas un système cohérent. Mais chaque chose aura son efficacité. Alors maintenant, si vous considérez que l'ensemble fait un truc cohérent, vous ne pourrez le prouver dans la discussion. Alors soit on a une discussion théorique puissante pour montrer comment les choses sont cohérentes entre elles, si vous en êtes capable, on peut discuter ça, mais je pense que c'est beaucoup plus au niveau de l'efficacité sur le terrain et de l'ajustement à la personne que vous allez pouvoir valider le système. C'est-à-dire que chacun a un mode de validation qui n'est pas le même. Pour moi, la validation, c'est est-ce que ça tient debout sur le plan, sur le papier? Est-ce que ça tient debout en tant que système? Est-ce que c'est cohérent par rapport à tout un ensemble de facteurs? L'autre validation, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça aide? Pour employer notre expression. Et là, alors effectivement, les critères ne sont pas les mêmes. Parce que dans le est-ce que ça aide, ça implique tacitement que, au fond, c'est la problématique générale, c'est la résultante générale qui va être importante. Et alors là, on ne sait plus très bien où est l'astrologie, où n'est pas l'astrologie. Ce qui est important, c'est l'astrologue, c'est le client, c'est l'astrologie, c'est toute la relation, c'est un ensemble de choses. Et comme on dit, pour employer une expression un petit peu provocatrice, chercher l'astrologie dans tout ça, ce serait chercher un peu comme une aiguille dans une meule de foin. Non, mais je veux dire qu'à la limite, il y a une telle complexité du réel et de l'intrication dans le réel que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. D'autant plus, chère madame, que j'ai écrit d'ailleurs un texte récemment qui s'appelle les dictates du psychisme féminin sur l'astrologie. D'autant plus que il y a l'idée aussi d'une astrologie. Si vous voulez, déjà le mot astrologie au singulier est un mot problématique. Parce que dire l'astrologie, ça veut dire qu'il y a un tout qui s'appelle l'astrologie.
en réalité, ça existe, c'est un corpus qui existe effectivement, et qui est un espèce de bric-à-brac de toutes sortes de notions qui s'appelle l'astrologie, parce que ça parle d'astrologie de manière ou d'une autre. Maintenant, soit on considère que ça fait un tout cohérent parce que c'est de l'astrologie, que ça s'appelle de l'astrologie parce que ça parle du cosmos, ou bien on se dit, mais dans tout ça, est-ce que tout ça n'est pas à trier ou à élaguer, etc. Bon. Mais surtout, il y a une idée fondamentale, et après avoir donné ces éléments-là, je reprendrai la débat, c'est l'idée que, à partir du moment où justement ce facteur X plongé dans un ensemble, il va y avoir les facteurs autour de cet ensemble vont être très déterminants, ça relativise l'importance du facteur X. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'élément de conditionnement va faire que le poids du conditionnement sera tel que finalement le facteur qui est conditionné est presque indifférent, puisqu'il va être structuré et modelé par le dit conditionnement. Donc à ce moment-là, je ne m'intéresse pas spécialement au facteur lui-même, donc j'ai une sorte d'indifférenciation par rapport à ce facteur, puisque précisément c'est tout l'ensemble, toute la problématique, toute la dynamique de l'ensemble du facteur, toute la synergie qui va rentrer en jeu. Et c'est pour ça que j'ai écrit l'autre jour un texte qui s'appelle « Les femmes et la culture générale », parce que je disais que les femmes ont absolument... Solange de Maïnel, dans ses ouvrages, elle recommande la culture générale. Elle recommande à l'Agapé, elle recommandé l'étude des études de psychologie. C'est-à-dire qu'à fin de compte, ce sont ce que j'appelle des facteurs d'intégration du concept. C'est-à-dire que vous avez le concept, mais vous allez vous équiper aussi de tout ce qui va permettre au concept de s'intégrer. Donc par conséquent, plus vous connaissez la vie de l'entreprise, la fonction de la société, la psychologie, etc., plus votre concept va être acclimaté, acclimatable, ajustable, etc. Mais à un prix qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'effectivement, au bout du compte, on finit par ne plus savoir où est le concept. C'est tout le problème, c'est un dilemme, à force d'intégration, on finit par ne plus savoir où est le concept d'origine. Et c'est une espèce de casse-tête pardon ? Je suis pas d'accord sur le prix. Je ne suis pas d'accord quand vous parlez du prix à payer, parce que non, justement, ce sont des techniques complémentaires qui mettent en valeur ce que fait l'astrologie, mais en aucun cas c'est pour noyer le poisson. Attendez, c'est serré là. Ah, d'accord. Donc non, je suis d'accord avec vous. Ça n'est pas dit comme ça. Ça n'est pas dit comme ça. Vous dites que c'est le prix à payer, c'est que finalement on perd de vue l'astrologie. Non mais attendez, Madame Robin, quelle que soit la position qu'on a, il y a toujours un prix à payer. Même toute position a son revers. Être dans le concept, il y a aussi un prix à payer. Il ne s'agit pas de dire telle position est coûteuse. Toute position est coûteuse, mais elle n'est pas coûteuse de la même manière. Et elle ne se défend pas de la même manière. Par exemple, il est certain qu'il est facile de... Si on veut défendre l'astrologie, par exemple, quelque part, on est dans les paradoxes. Là. Quelque part, il est facile de défendre l'astrologie dans la pratique, puisque, justement, on l'intègre dans tout un ensemble de facteurs de conditionnement qui fait qu'on ne peut pas la mettre en défaut. On ne peut pas la mettre en défaut puisqu'elle va être intégrée, ajustée, accommodée, etc. Mais inversement, donc c'est à la fois facile de l'intégrer, mais en même temps, comme on dit, c'est infalsifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut tellement pas la mettre en défaut qu'on n'a rien prouvé du tout. Et inversement, quand vous avez l'astrologie nue, dénudée, c'est-à-dire réduite à elle-même, en quelque sorte, si tant est, encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire. Comment, c'était bien, comment fait-on pour réduire l'astrologie à elle-même et évacuer ce qui n'est pas elle-même. Donc ça, c'est déjà un sujet en lui-même. Mais en admettant que ce soit possible, à ce moment-là, vous allez avoir un concept extrêmement clair, extrêmement simple, mais qui ne correspondra à aucune réalité. Enfin, j'exagère aussi, je veux dire qu'il ne correspondra à aucune réalité, mais qui correspond, mais au niveau du quantitatif, sera valable. C'est-à-dire qu'on pourra montrer que sur un nombre X de cas, c'est ce même facteur qui revient. Alors que l'autre approche est plutôt qualitative. Donc il y a une approche qualitative qui consiste à montrer que dans tel cas ça marche et c'est bien, etc. Mais cette approche qualitative n'a pas de quantitatif, ou du moins c'est un quantitatif qui serait
l'addition de 1000 qualitatifs, c'est de 1000 cas particuliers. 1000 cas particuliers, ça ne fait pas une loi. Et inversement, l'autre approche est plutôt une approche statistique au sens strict du terme, c'est-à-dire, par exemple, l'autre jour, j'étais à une conférence de sources où, comment s'appelait-elle, Marie-Noël Baudron expliquait que, par exemple, tous les top modèles avaient un Neptune dans une maison angulaire. Je donne un exemple comme ça en passant, peu importe. Mais je veux dire, c'est une façon de ne pas rentrer dans la psychologie spécifique de la personne et de prendre un élément de cette personne commun à un certain nombre de gens et de voir que c'est ce même facteur qui revient. Donc, pour nous résumer, un autre sujet que je rappelle aussi, c'est que la question de l'être ne se formule pas de la même manière chez un homme et chez une femme. C'est-à-dire que qu'est-ce que je suis, qui suis-je? Dans le article, j'ai parlé du mythe de Pygmalion. Effectivement, c'est-à-dire qu'effectivement, pour une femme, ce que je suis, normalement, c'est à l'autre de me le dire, en fin de compte. C'est-à-dire que je suis modelé par l'homme qui me guide, qui m'oriente dans une telle mesure. Ça fait partie de l'histoire. Si je peux cautionner ça. Non, mais c'est très schématique. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui existe. Et d'une certaine manière, je disais que le thème astral était un substitut à la présence masculine. C'est-à-dire effectivement, je ne sais pas ce que dirait Privé Granger, je pense qu'il serait assez d'accord avec moi sur les rôles des objets de substitution. Quand il manque quelque chose, on le remplace par quelque chose d'autre. Et là, l'astrologie, elle est un bon exemple. Il ferait comme le savoir, psychanalytiquement, ou pour parler de résilience ou d'objets transitionnels, l'astrologie, dans bien des cas, semblerait être le substitut d'une présence masculine qui n'est pas assumée comme telle, qui n'est pas acceptée comme telle, et donc par conséquent, c'est un peu comme les nonnes qui sont les fiancées de Jésus et qui ne présentent pas d'hommes, etc. Il y a une idéalisation de la présence masculine à travers le thème natal. Au lieu de dire « je suis », vous-même vous l'avez dit, vous acceptez beaucoup plus facilement, Madame Robin, votre dépendance par rapport à votre thème astral, ou votre dépendance par rapport à un homme quel qu'il soit. C'est ça, non mais voyez, donc c'est là qu'il y a un bloc, c'est-à-dire que c'est une façon d'assumer, au lieu d'accepter une dépendance directement, on l'assume par la voie dérivée et biaisée, et on l'assume par la voie biaisée d'un objet qui est plus acceptable et plus supportable que l'objet réel. Donc qui est l'objet astrologique, qui est l'objet du thème natal. Donc l'objet du thème natal, parce que quand on regarde existentiellement l'histoire de beaucoup de femmes, on s'aperçoit à quel point c'est important pour elles. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait de la conception et de la naissance, c'est bien ça. Une femme est quand même, l'enfant qu'elle porte, il est quand même programmé quelque part par l'homme aussi. Donc quelque part, on ne peut pas nier que la femme ait besoin d'un espèce de processus déclencheur pour accoucher non seulement de l'enfant, mais même d'elle-même, en quelque sorte. Bon, donc je voulais, pour faire un petit peu... Voilà, donc c'est réciproque. Voilà. Non, ben ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur Diffrayan, on va vous filmer tout à l'heure. Donc, si vous voulez, une autre question, puisqu'on est sur ce sujet, c'est un débat qui a été également lancé depuis pas très longtemps, c'est le problème de la culpabilité. Dans quelle mesure l'astrologie déculpabilise-t-elle? Dans quelle mesure l'astrologie n'attire pas spécialement les gens qui ont un problème de culpabilité au sens de... pour culpabilité, pas dans le sens de je suis coupable de ça, mais disons que j'ai fait ceci, il m'est arrivé cela, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je l'ai déclenché? Ou est-ce que c'est quelque chose qui devait se produire de toute façon? C'est vrai. Bon. Alors j'ai écrit, je crois que c'est mon avant-dernier article, qui s'appelait la culpabilité. Alors, par définition, Françoise Robin, toute personne qui est dans la pratique rencontre beaucoup plus de problèmes de culpabilité que la personne qui reste dans la théorie. Donc celui qui est dans le concept, c'est-à-dire qui ne précise jamais les choses, qui ne décide jamais de façon certaine comment les choses doivent se terminer, eh bien il n'a pas apporté de culpabilité puisqu'il n'a pas déclenché, il n'est pas responsable de la façon dont les choses ont abouti. Or, savoir faire aboutir les choses, ça fait partie du génie féminin. C'est-à-dire savoir mener les choses jusqu'à leur terme
et leur donner une formulation définitive ou finale. Donc prendre les choses qui sont en germination, en suspens, en virtuel, et les amener jusqu'à leur dénouement final, ça fait partie, à mon avis, de la mission féminine. Mais en même temps, cette mission féminine, elle a un prix, puisque par définition, je dois faire des choses, je dois décider des choses, et je dois assumer aussi les conséquences de ces choses qui se concrétisent et qui se réalisent. Et tout ça, c'est lourd. Donc je dirais qu'il y a une lourdeur existentielle chez les femmes que l'astrologie vient alléger en quelque sorte. Alors que chez les hommes qui... Moi, l'autre jour, dans un article, je parlais du langage. À partir du moment où déjà vous avez une façon de parler qui est relativement subtile, qui est relativement abstraite, où vous ne rentrez pas dans les détails, où vous ne décidez pas d'employer certains mots qui sont trop définitifs. Comme dire à quelqu'un, tu es ceci, ou tu es cela, ou tu es pas ceci, ou tu es pas cela. À partir du moment où vous résistez au besoin de qualifier les gens, de qualifier les situations de façon déterminée et sans appel, vous êtes déjà dans une forme de prudence, parce que vous n'allez pas trop loin dans ce que vous dites. Et souvent, comme on le sait très bien, la parole est un acte. Donc vous pouvez faire un coup de mal par la parole. Quand vous poussez la parole jusqu'au bout, quand vous dites que toi tu n'es que ceci ou tu n'es qu'un cela, effectivement, ça va beaucoup plus loin quand vous vous exprimez de façon générale, en disant peut-être que, il y aura peut-être une solution comme ceci, etc. Donc à partir du moment où on joue à ce jeu à partir du moment où on est impliqué dans cette dynamique de réalisation, de concrétisation, on rencontre la culpabilité, on rencontre le regret, on rencontre le remords. C'est pas facile de porter certaines choses, c'est pas facile d'assumer un certain nombre de décisions. Et effectivement, l'astrologie vient à ce moment-là au secours, à l'aide, puisqu'elle est supposée, comme dirait la elle est supposée, quand on l'apprend de cette manière, une certaine forme d'astrologie est supposée nous expliquer pourquoi les choses se sont passées comme ceci, et pas comme cela. Et à partir du moment où les choses astrologiquement se sont passées comme ceci, comme cela, moi, praticien, moi qui ai fait la chose, je suis dédouané, je suis soulagé. Un peu comme Atlas qui est soulagé par Hercule de ne pas avoir à porter le poids du monde sur la tête. C'est-à-dire je suis soulagé, l'astrologie me soulage, puisqu'on s'aperçoit à ce moment-là que ce qui s'est passé, ce n'est pas moi qui dois en porter l'entière responsabilité, mais en fin de compte, les configurations astrales du moment, ou le psychisme et la structure psychique des gens qui étaient en jeu, ne pouvaient pas conduire à autre chose qu'à ce qui s'est passé. Je ne pense pas que pour moi l'astrologie n'est pas aussi déterministée que ça. Justement, parce que vous n'avez pas la même approche de l'astrologie. C'est bien ça que je suis en train de dire. La maladie est dans le déterminant, c'est l'économie de notre pays, le pays dans lequel on est. Voilà. Non mais attention, j'ai bien dit, vous n'êtes pas une femme, tu n'as pas du contraire. Donc je suis en train de parler de ces différentes stratégies. Je ne suis pas en train de dire que tout astrologue raisonne comme ça. J'ai dit simplement que l'astrologie peut servir. Il n'y a que les femmes. Peut servir à ça. Non, pas que les femmes. Il y a aussi toute une population masculine, mais qui est, disons, qui a une sorte de psychisme un petit peu comme ça, ambigu, ambivalent, hermaphrodite. Et comme par hasard, et c'est peut-être pas un hasard justement, que l'astrologie attire justement cette population un petit peu entre deux sexes. Mais effectivement, ce que nous avons la chance d'avoir dans ce groupe, une femme, un homme, deux particuliers, de voir. Donc c'est vrai que la tentation, François, ce serait de laisser entendre que monsieur fait la même chose que vous. C'est un peu une façon de brouiller les cartes. Les hommes ont dit, mais en fin de compte, c'est pas vrai. Moi, j'ai une écoute beaucoup plus aiguë, et je sais très bien qu'il ne dit pas les mêmes choses que vous. Mais vous voulez peut-être pas entendre ça, vous voulez peut-être convaincre que tout le monde dit la même chose. Il y a vraiment un clivage qui est important. La façon masculine de parler d'astrologie se différencie de la façon féminine de parler d'astrologie. Elles sont toutes les deux certainement nécessaires, mais il n'y a aucune raison de les confondre. Il y a un truc qu'on voit, parce que vous avez l'air de différencier les hommes et les femmes, alors qu'il y a, à mon avis, surtout en astrologie, le principe masculin et un peu féminin, et ça, il est chez les hommes, il est chez les femmes. Alors là, moi je ferais... Non, mais attendez, alors là, vous nous parlez d'un autre problème. On a eu peur. Un homme peut être très féminisé parce qu'il y a une
triangulaire, Voilà. par exemple, et une femme très Oui. martienne. Oui, oui, mais ça c'est parce que vous considérez que c'est le thème astral qui dit ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme. Non, ce qui est un principe féminin, c'est oui, de l'astrologie à Donc regard sur le voilà, principe donc féminin. voilà, c'est ça. Mais le problème, moi je vous dirais, à ce moment-là, Patrick, je vous dirais que cette astrologie-là, quelle astrologie? Quelle astrologie? Est-ce que vous me dites l'astrologie dit ceci? Il y a beaucoup de choses qui traînent dans les livres d'astrologie. La question, c'est de faire l'inventaire. C'est exactement ce qu'a fait Nicolas. Nicolas, il vous répondrait, monsieur Patrick, je suis désolé, moi cette partie de l'astrologie, je ne la prends pas. Alors qu'elle existe. Alors maintenant, alors attention, parce que si vous me dites, toute personne qui dit qu'il est astrologue doit accepter automatiquement tout ce que l'astrologie a dit depuis des millénaires, non, je ne suis pas obligé d'accepter tout ce que l'astrologie a dit. Voilà, quand même, c'est quand même partie des bases. Ah ben alors voilà, donc effectivement, le sujet... Alors d'accord, alors voilà, donc vous touchez à un problème essentiel, quelles sont les bases de l'astrologie? Qu'est-ce qui fait les bases de l'astrologie? Et ça, c'est un débat en lui-même. Alors effectivement, là c'est important, parce que justement, là on touche à un problème essentiel, qui est d'ailleurs sous-jacent à la discussion qu'on a eue depuis le départ. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les bases, et puis il y a ce qu'on rajoute par-dessus, etc. Mais de ce point de vue-là, justement, les bases de l'astrologie, soit on considère l'astrologie comme quelque chose qui est là déjà, c'est-à-dire qu'effectivement c'est déjà là, et on le prend comme c'est. À ce moment-là, ça c'est une position qui est inacceptable d'un point de vue masculin. Parce que le point de vue masculin, c'est au sens, moi je pense que Nicolas incarne bien la sensibilité masculine à l'astrologie. Le point de vue masculin, c'est constamment repenser l'ensemble du système, de constamment revoir la structure générale du système. C'est pas de dire il y a ça qui est accepté, etc. Pour Nicolas, la tradition n'existe pas. Il n'y a pas de tradition astrologique. Alors, il va peut-être très loin dans ce sens-là, mais je veux dire, ça n'existe pas. Pour lui, la tradition, elle est à revoir sur la base de l'astronomie, sur la base de la philosophie, sur la base, etc. Mais il ne l'accepte pas comme telle. Maintenant, vous aussi l'acceptez comme telle. Là, ça renvoie à un autre problème, c'est-à-dire alors là, effectivement, vous avez raison, là, il y a une sensibilité féminine, là, effectivement. Vous avez une sensibilité donc, oui, moi je le sais, mais donc vous définissez comment le masculin et le féminin, pour vous, c'est quoi? Je viens de vous le dire depuis une heure. On n'arrête pas d'en parler. Maintenant, si vous me demandez ce que l'astrologie dit sur le masculin et le féminin, je vous répondrai rien. Parce que la question du masculin et féminin, c'est une question qui est préalable à la pratique de l'astrologie. Ça fait partie du conditionnement, c'est-à-dire qu'effectivement. Par contre, ce que je pourrais à la limite dire, si vous voulez, monsieur Patrick, c'est qu'effectivement, si on sait que quelqu'un est une femme ou un homme, si on part du principe qu'on s'est assuré qu'il l'était, effectivement, peut-être que le thème astral peut nous dire comment on vit en tant qu'homme ou en tant que femme sa condition. C'est-à-dire quel genre d'homme et quel genre de femme on est. Mais à condition d'avoir défini déjà dès le départ cette base. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas une base en elle-même. L'astrologie s'inscrit sur des bases. Et ces bases, c'est la sexualité. Alors là, on retombe sur un sujet passionnant. C'est la fameuse question des bases dualistes. C'est-à-dire quelles sont les grandes matrices de l'astrologie, soleil-lune, jour et nuit, masculin-féminin, etc. Effectivement, là, on est dans une dualité fondamentale qui dépasse l'astrologie, d'ailleurs, entre parenthèses, puisque l'astrologie se nourrit de cela. C'est pas elle qui a inventé le masculin-féminin, l'astrologie. Elle ne fait que le prendre en main. Elle ne fait que le transposer, éventuellement. C'est pas elle qui a inventé le soleil et la lune. Le soleil et la lune ne sont pas l'astrologie. La lune, c'est le point de départ d'une démarche astrologique. Parce qu'on sait bien que le Saturne ou Pluton n'ont pas la même réalité physique, astrophysique, vibratoire que le Soleil ou la Lune. Donc dire que Pluton c'est la même chose que la Lune, c'est tout à fait abusif, par exemple. Donc il y a un enracinement de l'astrologie sur ce qu'on appelle des matrices fondamentales. Et d'autre part, pour répondre à votre question de manière plus claire, il y a la cyclicité. La cyclicité qui est également une dualité. Le principe même d'un cycle, c'est qu'au moins il passe par deux temps qui alternent. Autrement, il n'y a pas de cycle. Alors, est-ce que justement vous avez travaillé sur les... Tout à l'heure, vous nous parliez des cycles. Vous avez... Comment vous décortiquez un cycle? Quelles sont les phases par lesquelles on passe quand on est dans une cyclicité? Il y a des phases qui correspondent à l'âge de la personne. Parce que quand on a 11 ans ou 22 ans ou 33 ans, on passe par des phases psychologiques qui sont évidentes. Et il y a des phases où on se construit, il y a des phases où on doit avoir fait des choix, il y a des phases où on doit avoir construit sa vie. Et à partir de là, par rapport à la personne que l'on voit, on voit ce qui s'est passé à ces phases-là très importantes.
Et s'il y a eu des dysfonctionnements, comment les verbaliser et comment s'en défaire de ces mauvaises Quels sont les expériences. temps du cycle, s'il vous plaît? Les temps, je vous dis, c'est 11 Non, les temps. Non, mais Psychologique, pas en termes de chiffres, mais en termes de quels sont les moments du cycle. Ça correspond à la construction de l'homme à son adolescence, au moment où il va conceptualiser ses choix. Là, on est à 22 ans. Et puis ensuite, à 33 ans, on passe à un cycle encore différent dans la vie. Je suppose que votre théorie des cycles ne se réduit pas à cette théorie des âges quand même. Parce que ça, c'est même pas une théorie planétaire, cette théorie des cycles dont vous parlez. Et pourquoi planétaire? Il n'y a pas de configuration astronomique à ce moment-là, pour passer de 11 à 22 ou à 33. C'est presque de la numérologie. Non, c'est pas la numérologie. Non, mais je veux dire que ça ne correspond pas à l'apparition, à l'émergence d'un facteur planétaire, d'un facteur céleste particulier. Non, pas du tout. Ça pose aussi la question des bases dont parlait monsieur. Est-ce que les bases de votre vie, c'est pas l'astronomie quand même jusqu'à un certain point? Oui, non mais là on est en cosmobiologie. Hein. Oui, d'accord, mais la cosmobiologie, vous êtes gentil, mais la cosmobiologie, on a le droit aussi de réfléchir dessus. Bien sûr. Bon, voilà, la cosmobiologie, elle s'occupe aussi de certaines positions réelles des planètes. Hein, elle s'occupe pas. Maintenant qu'il y ait des progressions à un jour pour un an ou un degré pour un an, qui ne sont pas astronomiques au sens strict du terme, qui sont des correspondances astronomiques un petit peu problématiques. Mais moi, je vous pose la question, c'est une question beaucoup plus globale, c'est est-ce qu'il y a une dualité dans votre théorie des cycles? Là, vous nous parlez d'âge, vous nous parlez de cycles dans le sens de stades successifs. Moi, je vous parle de savoir, alors stades successifs, c'est pas récurrent, les stades successifs, c'est linéaire. Oui, tout à fait. Ah ben oui, mais c'est un problème, ça. Parce que justement, jusqu'à preuve du contraire, l'astrologie, on aimerait bien qu'elle soit aussi cyclique. Ça, c'est pas des cycles. Un cycle linéaire, c'est pas un cycle. Non, ce que j'ai expliqué, c'est que si c'est des cycles dans la mesure où c'est récurrent parce que ça revient d'une façon différente dans la vie du sujet. Ah, alors, ça Vous voyez revient... ce que je veux dire? Non, justement, j'aimerais bien Alors, comprendre. je vous donne un exemple. Une personne qui a vécu quelque chose de très difficile à l'âge de 11 ans, Ah oui, d'accord. qui ne l'a pas réglé. Et cette chose va revenir, cette Voilà. nouvelle expérience va se concrétiser de À la nouveau, phase suivante. voilà, à Ah, la voilà. phase suivante, d'accord. Et ainsi de suite, puisque ça peut empirer et ça peut empirer et si on le verbalise pas,